à tous. Alors on va démarrer histoire de ne pas prendre trop de retard d'après l'organisation. Alors, donc moi je suis là aujourd'hui pour vous parler d'HTML5 et surtout de l'évolution des usages autour des standards du web. Donc je vais commencer tout de suite par présenter un petit peu mon parcours parce qu'il est assez atypique. En fait, j'ai fait une formation plutôt orientée multimédia. Et à l'époque, bon, c'était maintenant il y a 7-8 ans, je commence à vieillir aussi un petit peu. C'était un DUT en multimédia et on apprenait à faire des sites en tableau sous Dreamweaver, voilà. Donc ça c'était un de mes premiers contacts. J'avais un peu fait du front page avant, tout ça, mais j'ai commencé à creuser le sujet à ce moment-là. Et en à côté, il y avait un cours qui était complètement différent. C'était du Java, voilà, du Java, avec un prof qui n'était pas du tout pédagogue et qui m'a vraiment dégoûté du développement. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, des profs qui donnent pas forcément envie d'apprendre à coder, mais il faut savoir qu'il y en a, donc méfiez-vous. Alors très rapidement en fait, donc après le DUT, j'ai eu quelques expériences en agence et j'ai rejoint Dailymotion un peu par hasard finalement. J'ai fait la queue pour acheter la Wii le tout premier jour, donc la console de Nintendo. Et puis en face de moi, il y avait dans la file, il y avait deux personnes qui bossaient chez Daily. On a commencé à discuter et puis les mecs m'ont dit on est chez Dailymotion, tu connais ? Et j'ai dit ouais, je connais un petit peu, ouais. Et du coup, voilà, avec quelques entretiens, j'ai fini par atterrir là-bas. Donc j'avais un poste qui était en même temps, j'étais apprenti web développeur, parce que j'étais plus intégrateur avant d'arriver. Et en même temps, j'avais déjà des compétences en Flash. Donc j'avais fait de la S2, un peu d'AS3, etc. Donc c'était ce qu'ils recherchaient à ce moment-là. Et petit à petit, comme j'étais super bien entouré avec des gens super compétents, j'ai vraiment appris le développement là-bas, quoi. Donc c'était du PHP MySQL, une base MySQL gigantesque, un DBA complètement féru de requêtes. Et puis voilà, plein de gens qui m'ont appris plein de choses à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai commencé vraiment à travailler la partie Flash. Et notamment, j'ai commencé à faire de la 3D dans Flash avec ce qui s'appelait à l'époque Papervision. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Papervision ? Ouais, il y en a qui en ont fait. Donc c'était vraiment des opportunités intéressantes. Et enfin, on pouvait commencer à faire de la 3D dans Flash. Voilà, parce que j'avais appris 3ds Max, un peu Maya, etc. J'avais envie de faire de la 3D et surtout de commencer à créer des interfaces un peu différentes de ce qu'on voyait à l'époque. Et en même temps, j'étais un peu à la croisée des mondes, c'est-à-dire que je me suis intéressé assez rapidement aux standards aussi. Et j'ai participé notamment au premier Paris Web à Paris. Donc vraiment, il y avait toute une communauté qui était en train de se créer à ce moment-là, c'était super. Il y a CSS Zen Garden qui était un super projet. Et finalement, c'était super impressionnant tout d'un coup d'avoir le contenu d'un côté, le fond, et puis la forme de l'autre qui se modifie à souhait avec des milliers de possibilités diverses et variées. Et du coup, voilà, je suis parti vers Flash un petit peu à regret finalement parce que j'étais dans la philosophie open source, mais en même temps j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais dans le navigateur. Et ça me manquait. J'avais envie de manipuler l'interface, la webcam, de pouvoir faire du plein écran, voilà, plein de choses. Et du coup, je suis parti vers Flash et c'est un peu ce pourquoi Google m'a recruté. C'est-à-dire que je faisais partie de la division double clic chez Google, donc plutôt la partie publicité, tout ce qui est orienté contenu rich media. Et en fait, il fallait que j'assiste les clients sur la partie Flash et sur l'intégration des différents composants double clic. Et petit à petit, on va dire que c'est pile à ce moment-là, donc c'était en 2010, pile à ce moment-là, où les agences ont commencé à migrer vers HTML5. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de courant, mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens se posaient plein de questions sur voilà, comment on passe de Flash à HTML5 finalement. C'est pas forcément la même façon de faire, c'est pas forcément les mêmes compétences. Et du coup, j'ai joué un rôle d'évangéliste aussi chez Google, à la fois auprès des agences parisiennes, mais aussi auprès des communautés de développeurs en Afrique, notamment au Cameroun, au Maroc. Donc voilà, j'ai fait pas mal de rencontres là-bas, c'était super intéressant. Exemple, au Cameroun, c'était assez marrant parce qu'on a pris les 2/3 de la bande passante de la ville de Douala, juste avec notre event chez Google. Et c'est la première fois qu'ils voyaient une vidéo en 720p sur YouTube. Donc il faut penser qu'il y a des décalages vraiment entre les pays. Et nous, on est plutôt super bien équipés en France.
Voilà, mon Twitter si vous le souhaitez. Et donc je suis aussi, et surtout maintenant, cofondateur et directeur général d'une société qui s'appelle Contest et qui a mis en place une plateforme multicanal pour créer toutes sortes de campagnes marketing sur le social media. Et surtout, il est possible ensuite de déployer ces campagnes sur un ensemble de canaux, dont notamment de desktop classiques, mais aussi smartphone, tablette numérique, et surtout sur Facebook, qui nous est forcément beaucoup demandé aujourd'hui. Et tout ça grâce à HTML5. Donc c'est un peu notre quotidien, et je viens un peu vous donner un retour d'expérience aussi d'un point de vue un peu plus pratique, parce qu'on parle beaucoup de théorie, on nous montre un peu de code, tout ça. Là, je vais aller un peu plus au fond des choses. Et justement, avant de démarrer, il faut que vous compreniez que je ne suis pas un hardcore développeur. Vous allez pouvoir me coincer sur le sujet assez rapidement. Je ne suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Mais par contre, je passe pas mal de temps sur Twitter, dans les transports, aux toilettes. Voilà. je pense que... Qui utilise Twitter aux toilettes? Voilà, je ne suis pas tout seul. Hein. Bravo, bravo. Donc voilà, je m'intéresse beaucoup aux technologies, et donc je suis un certain nombre de personnes qui me font découvrir toujours de nouveaux visages sur HTML5. Donc c'est assez fabuleux et j'aime beaucoup les partager et les vulgariser auprès du plus grand nombre. Donc aujourd'hui, je suis là pour vraiment vous parler des usages, pas des techniques. Je ne vais pas trop vous montrer de code. Et j'aimerais aussi qu'on évite les trolls, c'est super important, un petit troll en bas à droite. Voilà. Et de toute façon, le débat, il est plus ou moins clos, Flash vs HTML5. Finalement, on va dire que Flash Gordon a pris un peu dans le bon point ces dernières années. C'était à la Comic-Con de San Francisco. Voilà, et donc j'enchaîne avec mon top 10, c'est vraiment mon top 10, hein, donc peut-être que vous avez un autre top 10, moi c'est mon top 10, des usages innovants autour d'HTML5. Alors en fait, comme je vous disais, j'étais intéressé par les standards, et je reprochais justement la lenteur finalement d'évolution des standards et de la recommandation W3C par rapport à l'évolution et l'implémentation des différentes fonctionnalités dans Flash. Parce que finalement, quand vous êtes sur un logiciel propriétaire, sur l'application propriétaire, vous pouvez aller beaucoup plus vite, et c'était aussi la force d'Adobe jusqu'à présent. La différence aujourd'hui, c'est que toute l'industrie porte HTML5, et du coup, on n'a pas besoin d'attendre que la spécification soit terminée pour pouvoir déjà l'utiliser. Donc déjà aujourd'hui, on est limité par certains navigateurs, mais on peut déjà faire beaucoup de choses avec les navigateurs les plus récents. Alors, si vous souhaitez tester, alors il y a pas mal d'exemples que je vais présenter qui sont fonctionnels dans les dernières versions de Chrome et Firefox, mais sachez qu'il y a quelques fonctionnalités qui ne seront pas disponibles, qui ne sont pas encore disponibles pour l'instant dans la version finale, mais en revanche, vous pouvez télécharger les deux versions expérimentales de Chrome et Firefox. Donc d'un côté, c'est Chrome Canary, que vous pouvez télécharger directement sur le site, et ensuite vous devez simplement activer en allant sur l'URL Chrome Flags certaines fonctionnalités que vous voulez tester. Et sinon vous avez Firefox Nightly Build qui est un peu la même chose, donc ça s'appelle Nightly Build tout simplement parce que en gros les développeurs travaillent sur le projet Firefox, et toutes les nuits il y a une compilation qui est faite, et cette compilation elle vous est partagée. Donc c'est quasiment du temps réel finalement. Donc ça a du positif, ça a aussi du négatif, parce que quelque part si vous commencez à développer quelque chose, les choses peuvent évoluer, elles ne sont pas encore figées, elles ne sont pas encore vraiment standardisées quelque part. Voilà. Donc je commence tout de suite par justement un peu ce troll Flash HTML5 qui n'en est plus un, parce que justement aujourd'hui en HTML5 on peut vraiment innover d'un point de vue interface. C'est ça que je voulais vous démontrer. Donc j'ai deux exemples que je vais voir tout de suite, et je me rends compte que je n'ai pas branché le son. Hop. Voilà, je vais en avoir besoin. Voilà, donc le premier exemple s'appelle Black Negative. A priori, c'est le site portfolio d'une agence, et ce qui est déjà pas mal. Donc là, je suis dans le navigateur. Hein. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ma présentation est elle-même en HTML5, avec des transformations CSS3, etc. Voilà, autant faire les choses correctement. Voilà, donc ce qui est intéressant déjà c'est qu'on est dans une navigation avec un drag and drop. Et avec la vidéo en fond, on est finalement tout ce qui s'apparente à du Flash, mais si je fais un clic droit, c'est pas du Flash, quoi. Voilà. Et ce qui est... Alors, est-ce que j'ai du son? Voilà, il y a une ambiance sonore.
Et donc je peux me déplacer sur le site donc, en drag and drop de cette façon-là. On a une représentation visuelle des différentes slides, du coup, sous forme de menu en dessous. Voilà, on a des intégrations de vidéos, je trouve ça plutôt joli, plutôt bien intégré. Et donc l'agence présente ses différentes réalisations et ses différentes références par ce biais. Voilà, on a du texte, on a donc une image qui s'est transformée en vidéo là aussi en animation. Voilà, ici on a des interactions avec la souris. Alors, quelque part, il n'y a rien d'innovant en soi parce qu'il y a quelques années on faisait déjà ça. La différence, c'est que tout est standard. Donc, quelque part, ce site-là, il est référencé. C'est un truc tout bête, mais voilà, il est référencé. Et il pourrait potentiellement aussi très bien fonctionner en responsive design avec une version un peu dégradée pour les mobiles, ou alors avec une navigation complètement différente et vraiment adaptée aux mobiles. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe quand je clique. Voilà, je peux lancer de la vidéo. On n'a plus trop l'impression d'être sur un site. Ça peut être utile. Voilà. Vous voyez un peu le principe avec à chaque fois différentes interactions là aussi, avec un effet de parallaxe finalement pour présenter ce genre d'effet. Donc ça c'était mon premier exemple. Le deuxième exemple, alors justement j'aimerais me confronter par rapport à la réalité, et un exemple que vous connaissez peut-être, c'est le livre Pop-up. Alors qui connaît le livre Pop-up? Retour à l'enfance. Donc en fait, voilà un livre Pop-up dont ma maman m'a fait cadeau il y a quelques années, donc j'étais adulte et consentant. Et j'ai trouvé ça absolument génial finalement parce que bon, c'est vieux comme le monde, mais on peut faire des choses assez formidables. Je vais peut-être vous le faire passer, comme ça vous pourrez un peu naviguer dans ce livre. Voilà, on a des choses comme ça. On a des choses qui s'apparentent un peu à de l'architecture, plein de choses sympas. Donc ça c'est un peu spécial quand même, une espèce de bonhomme de neige. Voilà, je vous le fais passer. Sans rire, c'est bien de revenir un peu aux choses concrètes, parce qu'on fait tous de l'impalpable, on fait tous de la dématérialisation, mais c'est bien aussi de manipuler un bouquin et de voir ce qui est possible finalement juste avec du simple papier, quoi. Et donc je voulais vous montrer un peu l'équivalent sous la forme d'un site web. Donc ça s'appelle... donc c'est une conférence qui s'appelle le Beer Camp. Donc ça laisse Beer Camp déjà, il y a de la bière quoi. et donc le principe c'est le même, c'est que finalement en drag and drop et en transformation CSS 3D, je peux me déplacer et naviguer dans le livre. Je peux lire le texte. Donc là c'est du vrai texte avec une vraie typo en web font, tout ce qu'on aime. Et voilà, et donc j'ai différentes sections avec à chaque fois encore une fois du texte. Voilà. Petit exemple. Je passe au 9e. Alors le 9e, c'est le fameux phénomène de la data visualisation. Tout le monde en a entendu parler ces derniers mois. C'est de plus en plus utilisé sur le web. Il faut vraiment se dire qu'il y a de plus en plus de données sur le web. On appelle ça le big data. Forcément, il y a un besoin de représenter ces données et de les rendre lisibles finalement par l'être humain, même si elles sont dans des quantités gigantesques. Et donc, on peut faire ça aussi en HTML5. CNN a lancé un projet qui s'appelle Ecosphere. Donc là aussi, c'était pour une conférence dédiée au changement climatique. Donc là, je vous le présente en vidéo parce que j'ai juste peur que ma machine s'envole tellement c'est lourd, quoi. Voilà. Parce que en fait, ce qui s'est passé, le principe, c'est que c'est une application web. Est-ce que ça marche? C'est pas ça, il y a une bonne connexion, vraiment. Le principe d'Ecosphere, c'est que finalement, on a une sphère.
Et sur cette sphère, on a des arbres. Et ces arbres grandissent en fonction du nombre de tweets qui contiennent le hashtag COP17. COP17. Voilà. C'est un peu le hashtag de la conférence. Et on peut surtout naviguer d'un tweet à l'autre, comme ça, par simple clic. C'est pas mal du tout. Et on peut ensuite segmenter sa visualisation en fonction d'hashtags divers et variés. Voilà. Comme ici, par exemple, on a The Core, on a Climate, etc. Et donc, ce sont des arbres différents. Et tout ça en objet. C'est assez impressionnant. Voilà, je pense qu'ils ont dû dépasser un peu de millions. Donc, vraiment ici, on a une petite chaîne de télé. Le 8e, il faut absolument que je vous en parle, c'est le design objet. Alors là encore, on revient sur du tangible. Le design objet, vous savez tout ce que c'est. Là, ce que je vais vous prouver, c'est via cet exemple, c'est qu'on peut faire du design objet en WebGL dans le navigateur. Alors là, je suis sur un site e-commerce, on ne dirait pas comme ça, hein, mais je suis sur un site e-commerce, et c'est un site e-commerce de vente de bijoux. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est une bague. Voilà. Et donc, je peux voir l'objet sous toutes les coutures. Et ce qui est super intéressant, c'est que je peux modifier l'objet en temps réel. Voilà. Donc, je peux lui donner un diamètre différent. Hop, voilà. Je peux changer voilà, il y a des tailles par défaut. Je peux lui donner une forme complètement originale. Voilà. Et comment ça marche? En fait, nos amis de Nervous System disposent d'imprimantes 3D, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement imprimer l'objet que vous avez créé, et vous pourrez l'acheter. Voilà. Là aussi, je peux changer complètement la forme de cette bague, en modifiant sa structure. Voilà, structure intérieure, structure extérieure. Hop, voilà, là, si je peux faire un truc complètement bizarre. Voilà ce que ça donne. Et donc ensuite, je peux cliquer sur Add to Card et le rajouter à mon panier. C'est assez magique. Et donc, on peut voir un petit peu ce que ça donne comme résultat sur le site. Donc là, il y a des vidéos qui se lancent automatiquement, c'est assez dangereux. Voilà. Et donc, voilà, il y a divers objets, hein, finalement. Il n'y a pas que des bagues ou des boucles d'oreilles, il y a aussi des lampes. Donc on voit un petit peu le principe, si ça veut bien marcher. Peut-être pas si bien que ça, le web. Je vais aller sur Shop plutôt, peut-être que c'est le problème du site. Voilà, donc là, vous voyez le résultat avec une bague, finalement. C'est pas mal du tout. Puis c'est assez dingue de se dire que toutes les bagues sont complètement originales et aucune ne se ressemble. Donc voilà. C'était mon 8e exemple. Le top 7, vous le connaissez tous, c'est Chatroulette. Alors moi, Chatroulette, j'adorais ça. Non, c'est pas vrai. On y a tous été au moins une ou deux fois, juste pour voir, et on a vu, on a vu. Et on a plus envie de voir. Hein. et donc, ce qui était dommage à l'époque, c'est que c'était du Flash. Et du coup, il y a un designer qui a fait beaucoup de Flash à l'époque et qui aujourd'hui fait du HTML5, et finalement il est en train de prouver que ce qu'il faisait à l'époque en Flash, il peut le faire aujourd'hui en HTML5 de la même manière. Donc là, je vais vous présenter un exemple qu'il a réalisé. Et donc cet exemple, il ne fonctionne pas dans ma version de Chrome classique. Je suis obligé d'aller dans la version Canary. Pour la simple raison que ça utilise la fonctionnalité webcam, qui n'est pas encore disponible. Donc là, je clique sur Use my webcam. On me demande l'autorisation d'accès pour accéder au device. J'autorise. Voilà. Google Chrome m'informe que le site utilise ma caméra. Salut. et donc finalement, à l'époque, on faisait ça avec directement Flash, et on utilisait Pixel Blender. Qui connaît Pixel Blender? Ok, vous êtes des flasheurs. On utilisait Pixel Blender pour faire ce genre d'effet. Voilà.
Donc il y a plein de choses, on peut faire du photo boost comme sur Mac. Et finalement, là, on est sur des CSS filters qui sont appliqués d'une façon un peu particulière parce qu'ils sont intégrés dans le GPU via WebGL. Voilà, ça, c'était juste la parenthèse. Hop. Donc, il y a plein d'effets assez drôles. Nous, chez Contest, par exemple, on fait des concours photos. Et on a une version Flash, on a l'équivalent Flash, et on permet de faire du photo boost au sein d'une campagne, avec un concours photo. Voilà, donc le gagnant est sélectionné par un jury pour gagner un cadeau. Voilà, il y a plein. Il y a un effet Instagram dont on a entendu pas mal parler ces derniers mois. Voilà, donc là encore une fois, je suis plus du tout en Flash, quoi. Hop. Et le deuxième exemple, c'est finalement un peu la même chose, sauf que là, on bascule sur mobile. Donc, j'ai pas Opera Mobile installé sur mon iPhone, vu que c'est pas possible. Donc, je vais vous montrer ça en vidéo. Donc là, c'est les développeurs d'Opera qui s'amusent un petit peu avec leur création. Et donc on voit que finalement, la technologie WebRTC, donc Real-Time Communication, est utilisée sur mobile. Well, I mean, it's not piping it through here, so it's not like looping it or anything. Il a une super coupe de cheveux, le gars. It's Rick and Rick. Voilà, il est content. Donc en fait, comment ça fonctionne? Ça utilise la balise vidéo. Ça, je ne vous l'ai pas dit. C'est vrai que le W3C a laissé suggérer qu'il y aura une balise device, et puis finalement, non. C'est une balise vidéo avec simplement un paramètre interactif, je crois, qui est passé. On n'est pas loin de ça, en tout cas. Donc voilà. Le sixième exemple, c'est la MAO, la musique assistée par ordinateur. Alors, voici un exemple avec un visualiseur de fichiers MIDI. Je trouvais ça un peu poétique. En même temps, on sent que c'est fait par un développeur, donc ça fait un peu... voilà, il n'y a pas vraiment, il y a ces 0 ou 1, quoi. Voilà, donc ça fait penser un peu à Guitar Hero aussi. Voilà, et donc là, la particularité, c'est que ça utilise la Web Audio API. Et donc cette API permet d'à la fois interpréter les sons et de les jouer de façon dans le bon ordre, et en même temps ça permet aussi de manipuler le son en temps réel. Donc là c'est pas le cas, mais vous allez voir sur le prochain exemple ça va l'être. Voilà, on aime bien Beethoven, on a dit Beethoven. Voilà, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait piano. C'est dommage. Le deuxième exemple, alors celui-ci, il faut savoir qu'il utilise quelque chose un peu particulier côté serveur qui s'appelle Node.js et qui permet aux différents visiteurs d'interagir entre eux. Voilà, donc ça c'est juste la partie serveur. C'est du JavaScript côté serveur. Ça c'est aussi une grande nouveauté de ces dernières années. Et c'est basé sur l'interpréteur JavaScript V8 qui a été créé par Google pour Chrome à l'origine. Donc là, je mets un petit pseudo. Salut. Voilà. D'accord. Je ne peux pas mettre de point d'exclamation. Je vais m'appeler Mister Plink alors. Voilà. Alors en fait, donc là, il y a les 3 sur le site. Et chacun contrôle un instrument. Donc je vous parlais de musique assistée par ordinateur. Finalement, on peut très rapidement arriver sur ce sujet-là. Parce que là, on construit de la musique en temps réel finalement. Donc là, j'ai mon curseur, les graves sont en bas, les aigus sont en haut. Et en fait, quand je vais cliquer, je vais mettre un son avec un instrument. Donc là, j'ai l'instrument beige. C'est plus une preuve de concept.
si vous voulez. On peut essayer ça, labs.dynamo, c'est dur à écrire. Dynamo.pink. Est-ce qu'il y a des gens qui... Ah. On peut pas rallier ensemble. Yeah. Bon, ça suffit. Cinquième exemple, c'est... alors au départ, j'avais envie de l'appeler WebGL, mais WebGL, c'est finalement qu'une techno. C'est qu'un outil. Et donc, j'ai eu envie de l'appeler Immersion 3D. Et je vais faire un focus sur une techno qui s'appelle le MouseLock API. Je sais pas, qui a déjà entendu parler du MouseLock API? Personne. Si, une personne. Ok, c'est bon. Le MouseLock API, alors souvenez-vous des jeux en FPS, qui jouent encore certainement à des FPS, moi j'ai plus trop le temps. J'ai passé beaucoup de temps dans les LAN à une certaine époque à faire du Unreal tournement, à dormir sous les tables pendant tout un week-end. C'était sympa. Je me dis que je pourrais revivre ça pour mettre un jeu dans le navigateur. Et donc le MouseLock API, c'est finalement quelque chose qui ne fonctionne pas pour l'instant dans la version actuelle de Chrome, mais sur Canary, ça fonctionne. Et donc, voilà. Et donc, en fait, le principe, donc là, on a un exemple qui implémente l'API Street View. Donc, je peux me déplacer dans l'environnement. Donc là, j'ai toujours ma souris. Hein. Je clique donc pour me déplacer, comme dans le Street View classique. Et la différence, c'est que quand je pars sur du full screen, là, ben voilà. Là, j'ai plus de curseur de souris. Et finalement, je fais juste un glisser avec mon trackpad. Ou avec ma souris, finalement. Et je me retrouve en first person shooter, comme dans Unreal finalement, sauf qu'on est dans la réalité. Voilà, et je crois que je ne sais pas si je peux me déplacer, mais voilà, vous voyez le principe. Donc si on applique ça, alors je quitte, voilà. Si on applique ça aux jeux vidéo, et il y en a déjà qui l'ont fait, on a du Quake 3 dans le navigateur. Ça va rappeler des souvenirs. Alors jusqu'à présent, sachez que vous pouviez déjà jouer à Quake sur un site qui s'appelle quakelive.com. En termes de productivité, c'est génial. Je vous le conseille. Donc vous vous loguez, vous créez un compte, et très rapidement, par contre, il faut télécharger un plugin, le sacro-saint plugin qu'on n'a plus du tout envie d'utiliser. Et donc voilà, un équivalent, on est dans l'ambiance. Je me mets en full screen, et là pareil, voilà, je me déplace. Je suis en vertige, il faut appuyer sur le W, voilà, et voilà, je me déplace sous l'événement. C'est connu de Quake. Il me manque des armes, et il me manque des adversaires, mais on y arrive. Voilà, je m'en mets un peu comme ça. Voilà. Hop. On rentre dans le top 4. Alors là, je voulais vous parler d'un exemple qui m'a vraiment impressionné. C'est quelque chose que j'avais jamais vu en Flash. Voilà, c'est un des premiers exemples qui, je me dis, c'est étonnant, pourquoi on l'a pas fait avant? Ça s'appelle Making Love to WebKit. Et voilà, donc en fait, je suis sur un site web. Il y a un header qui est assez sympa avec des couleurs. Et voilà, bon, bah, sans plus finalement. Et ce qui se passe, c'est que quand je commence à scroller, voilà, on est sur de la 3D. Il n'y a pas de WebGL là-dedans, c'est du CSS 3D. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en même temps sur le blog du gars qui a fait le header. Et voilà, donc il parle du CSS 3D, contre le WebGL, pourquoi il a choisi le CSS 3D. Et surtout, donc il avait donc un site initial qui était comme ça, avec déjà un header qui était finalement, je pense, designé sur Illustrator. Et puis, donc il a commencé à réfléchir à son truc, et il s'est dit, pourquoi je ne créerais pas un modeler 3D en CSS? Juste pour mon usage, juste pour mes besoins. Voilà, donc le mec est un peu fou, et voilà, et donc il a fait son modeler, et on peut sélectionner des pièces, on peut les déplacer, on peut créer des nouveaux objets. Et ce qui est assez marrant, c'est que
on est sur du temps réel, c'est-à-dire que si je remonte, voilà, il y a mon objet qui a été rajouté à l'interface. Merci JavaScript. Voilà, voilà. Donc je vous invite à aller sur ce site. De toute façon, la présentation sera disponible dès la dernière slide. J'insiste. Et donc vous pourrez tester tout ça dans la journée ou dès lundi au boulot. Le top 3. Alors, le multitouch, c'est quelque chose qui existait déjà dans Flash. Les gens de Adobe nous en avaient déjà parlé. Sauf que maintenant, avec certaines librairies JavaScript, on peut utiliser le multitouch. J'ai vu ça hier soir, hein, voilà, je l'ai rajouté à ma presse. Je me dis, oh, sympa le petit vieux en plus. Voilà. Et donc, ça va être ça. Ah, c'est pareil, hein, j'ai un iPad, j'aurais pu brancher, mais ça va plus vite avec une vidéo, mieux faire une manière. Voilà, c'est plus simple. Et la musique est simple aussi. Voilà, donc on est dans Safari, il n'y a pas d'ennui. Et ça fonctionne. Et donc, je vous ai mis un petit... il y a un tuto en fait, hein, sur cette page-là. Comme ça, vous pouvez vous y mettre dès demain. Le deuxième exemple, alors là, je vais avoir besoin d'un accessoire que j'ai emprunté à un collègue. C'est une manette d'Xbox 360. Donc en fait, j'en avais pas, j'ai pas d'Xbox, j'ai une Wii chez moi, que j'utilise quasiment jamais, comme la plupart des gens. Et du coup, j'avais essayé avec la manette de Freebox, sauf que les touches n'étaient pas super bien mappées. Et donc du coup, j'ai décidé de jouer la sécurité avec ceci. Donc, je vais la brancher en USB. Voilà, le pupitre est un peu étroit. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, là aussi, hein, je dois être dans une version expérimentale de Chrome. J'ai un petit programme qui me permet de vérifier la bonne configuration du gamepad. Et là, finalement, regardez, ça fonctionne super bien. Voilà, j'ai le multidirectionnel qui fonctionne aussi, les pads, les boutons. Voilà, tout fonctionne bien. Je vais vous montrer ce que ça donne dans un petit jeu. Alors, ce que je regrette, c'est que j'ai pas trouvé beaucoup d'exemples. Hein. Donc, clairement, si vous voulez vous démarquer et faire un truc qui déchire, faire une petite vidéo sur YouTube pour en parler, tout ça, c'est le bon moment d'implémenter cette API. Donc, c'est du JavaScript. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je prends énormément de raccourcis. Je parle tout le temps d'HTML5, mais je vous présente quasiment pas d'HTML5 finalement. Mais c'est volontaire. Hein. Et même le W3C a décidé de marketer le mot HTML5. C'est finalement un peu un mot valise qui contient le HTML5, le CSS3, les dernières extensions JavaScript et WebGL, qui est aussi du JavaScript. Voilà, petit exemple. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche pas. Ah non, je vais essayer. Il ne me cherche plus le WebGL. Je pense que le WebGL a planté, ça arrive. Bon non, ça marche plus. Je l'ai vu un peu. Ok, juste, je vais vous montrer un peu simplement l'interface. Parce que là, je crois que j'avais vu quelque chose. Voilà. Donc en fait, là, forcément, j'ai pas de gamepad parce que je suis sur la version normale. Mais en gros, je me déplace avec le tank, avec le pad de gauche, et avec le pad de droit, je dirige mon tir. Et je dois tuer des ennemis. Ça fait penser un petit peu à une sorte de Pong, avec un tank. Ouais. C'est un mec qui a fait ça. Ouais, voilà, c'est vrai que le mec, je pense qu'il était un petit peu allumé, il a fait ça pendant un hackathon, au beau milieu de la nuit. Voilà, enfin, c'est le seul exemple que j'ai trouvé. Mais il fonctionne plutôt bien. Je vous invite à tester avec une manette. Voilà. Alors, attention, il ne faut pas que je laisse traîner des trucs, sinon mon ordi va chauffer. Dernier exemple. Alors, qui a déjà entendu parler de live coding? Une personne, deux personnes. À Paris, il y en avait un peu plus.
Non, ça fait vraiment pas rigoler de merde. Non, je suis pas comme ça. Non, en plus, je suis alsacien, donc comme Raphaël cet après-midi. Alsace Création. Donc, le live coding, c'est quoi finalement le live coding, c'est pouvoir coder en temps réel et surtout de voir les effets de sa propre programmation, là aussi en temps réel. Donc, il y a un mec qui s'appelle Brett Victor, qui a commencé à parler de ça il y a quelques mois, donc la vidéo date d'il y a 4 mois. Et donc c'est un ancien mec d'Apple. Le gars, il a travaillé sur pas mal d'interfaces innovantes chez Apple. Et donc là, il vient nous présenter un petit peu, on va pas regarder la vidéo en entier, ses différentes réflexions et recherches. Et en fait, j'attends un peu que ça se charge. Voilà, le principe, c'est que finalement, il est dans un navigateur, il a le code JavaScript qui est sur sa droite, donc sur la partie de droite, et il a le résultat, enfin la version interprétée, sur la partie de gauche. Et donc quand il modifie son code à droite, bah, il voit ce que ça donne instantanément à gauche. Voilà, par exemple, là, il a augmenté la taille de l'arbre. Voilà, et du coup, il peut faire du design avec du code. J'aime bien l'expression dev designer. Je l'avais entendu il y a quelques années. Bah là, finalement, on est un petit peu à la croisée des mondes. Et puis les designers vont forcément aussi, il faut qu'ils s'intéressent au développement. Quelque part, et dans les deux sens. Donc c'est vrai que finalement, cette méthode-là favorise les profils un peu hybrides. Voilà, donc là, il augmente le nombre de feuilles. Donc ça, c'est vraiment un exemple un peu bateau. Et donc là, il explique comment ça peut être appliqué au monde du jeu. Donc là, il est sur un jeu de plateforme type Mario. Il peut modifier la vitesse de déplacement de la tortue, super utile. Parce que si elle est rapide, elle est plus difficile à contourner. Ou pas, je sais pas. Voilà, et donc il interagit sur chaque variable de son code et il envoie les effets. And these are all ideas I can use for other points. Ce qui est pas mal du tout, voilà, c'est ça. And if you have a process in time, and you want to see changes immediately, il a une timeline en haut, et il déplace son curseur pour faire avancer, reculer son personnage. Et ça lui permet de modifier la vélocité de son saut pour permettre au personnage d'accéder au passage secret juste en dessous de l'étoile. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je peux vraiment la voir. Is where he's à la going pause to de midi, be. lundi, tranquillement. And when I change the code, I change his future. Voilà. So I can find exactly the value I need. So when I hit play, he slips Pour ceux qui ont right. déjà fait du jeu vidéo, je pense que, clairement, là, le gars, il gagne du temps, là. On voit ça. C'est un temps monstre de gagner en termes de développement. So creators need to be able to see what they're doing. Voilà. Exactly what you saw. Autre exemple. At least medium allow. Je vais avancer, voilà. Là, il est sur un iPad. Et donc, c'est pareil, il crée de l'animation directement avec des gestes, avec son doigt, voilà. And I've got a few different poses from a bunny. I pull Et those ce qui est out. intéressant, c'est qu'il est toujours en lecture dans son animation. Il rajoute des éléments, il rajoute des animaux. Which is right there. I switch his pose, and I kind of toggle between the poses as he hops away. And then I run it back because I want to check out how it looked, and I'm just going to bring that up full screen. Voilà, donc finalement, Creator can nurture. on est sur du JavaScript, on est sur des technologies basées sur les standards, sur les derniers standards. Et pourtant, on ne fait pas de flash et on peut faire des animations géniales. Ce qui n'était pas forcément le cas, enfin, ce qui était assez compliqué jusqu'à présent. Donc voilà, c'est vrai que l'arrivée du tactile pour créer de l'animation pourrait aussi changer la donne. Deuxième exemple, justement, c'est finalement un fanboy de Brett Victor qui a décidé de réaliser le truc et de le partager sur GitHub. Voilà, vous pouvez télécharger le source en bas à gauche. Et voilà, et là pareil, donc ça fonctionne vraiment, c'est-à-dire que je peux modifier les variables. Hop, voilà. J'ai un graphe qui se construit et qui évolue. Voilà, j'ai abusé, voilà. Vous voyez le principe, on a les couleurs en hexas qui sont là. Si je veux du rouge, j'ai ça, là il y a une transparence. Donc, voilà. Ou c'est juste parce que j'ai pas mis du rouge. Voilà. Voilà. Un autre exemple, et j'en ai bientôt terminé, c'est
Live Code Lab. Donc Live Code Lab, c'est quoi? C'est là, c'est le même principe, sauf que c'est appliqué à de la 3D. Donc c'est pas cube, c'est box. Voilà. Et je peux créer, je peux très rapidement créer des scènes 3D. C'est plus basé sous forme de primitives, mais ce qui est intéressant, c'est que tout est modifiable et éditable à souhait. Donc il y a des exemples. Je peux partir from scratch de la même manière. Voilà. Et donc on a aussi des tutos pour apprendre. Voilà, là par exemple, je peux augmenter la vitesse de rotation. Voilà, donc plein de choses à faire. Et je pense que ça nous permet de voir de plus en plus quels vont être les outils dans les années à venir. On n'est plus sur je code, je compile, je regarde ce qui se passe, je code, je compile, je regarde ce qui se passe. Ça, petit à petit, on va s'éloigner de ça, grâce justement à la puissance des navigateurs d'aujourd'hui. Et puis le dernier exemple, c'est, je vais vous montrer comment le live coding est déjà utilisé dans le jeu vidéo. Alors là, c'est une présentation, c'est une vidéo qui a été publiée lors du E3 de cette année, et c'est justement les mecs d'Unreal qui font des mots de leur moteur 3D. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, son ordinateur est tellement puissant qu'il peut faire les modifications de sa scène 3D en temps réel. Donc là, bon, il se déplace, tout ça, c'est bien. Et puis, voilà, j'avance un petit peu. Voilà. Et là, par exemple, il sélectionne le statut. Et il peut modifier ses propriétés, la déplacer, et il est vraiment, il est déjà, il est dans le jeu finalement. Il fait les modifications directement sans rendu. Et surtout, il code même pas le gars. C'est-à-dire qu'il a des modules, il les déplace, il fait des associations entre différents modules pour gérer la transparence, les différentes propriétés de chaque objet. Voilà. Là, on sent que dans le jeu vidéo, ils ont les moyens, ils ont plus d'expérience que nous, clairement, par rapport à ce qu'on fait sur le web aujourd'hui. Voilà. Ça me fait penser à une interface qui avait été créée par Yahoo à une époque, qui s'appelle Yahoo Pipes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça permettait de faire des agrégations de flux RSS, un peu sur le même principe de module, comme ça. Voilà. C'est moins sexy que faire du jeu vidéo, quand même. Voilà, donc là, le gars s'éclate avec ses modules, et il a des effets dans tous les sens. Et ça fonctionne. Voilà. Donc je vous invite à tester, il me reste 2 minutes, donc je n'aurai pas le temps de tout vous montrer, mais je vous invite à cliquer sur tous ces liens. On a différentes choses, je vais quand même montrer celle-ci par exemple. C'est l'intégration de WebGL dans Google Search. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si par exemple vous avez des formules mathématiques qui peuvent être représentées dans un espace tridimensionnel, du coup Google les affiche en WebGL. Voilà. Donc c'est assez marrant parce que finalement, je vous parlais de live coding, mais là aussi on y est quasiment avec Google Instant. On peut modifier voilà, chaque élément de la formule. Voilà, voilà. Et un autre. Alors, je voulais aussi vous parler de l'IDE, parce que tout le monde en parle, et les flasheurs expérimentés reprochent souvent ça à HTML5, c'est qu'il manque un vrai IDE, un IDE comparable à Flash Pro, avec une vraie timeline, avec un effet de transition, avec des tuiles, ce genre de choses. Sachez qu'il y a une ribambelle d'outils qui sont en train d'évoluer, en train de se créer. On a notamment Adobe qui travaille sur le sujet, parce que c'est vrai que Adobe, finalement, eux, ils ont vraiment une expertise outils, et donc ils se sont vraiment recentrés sur ce qu'ils savent le mieux faire, et donc ils ont sorti, c'est toujours en bêta, vous pouvez le télécharger sur le site d'adobe.com, et donc vous avez un peu l'équivalent de ce qu'on avait dans les premières versions de Flash, voilà, plutôt Flash 5. Voilà, et avec un export JS. Et il y a d'autres concurrents aussi qui profitent de la brèche pour sortir leurs propres éditeurs. Donc voilà. Donc sachez que les choses sont en train de s'organiser et tout porte à croire que le futur va être
maintenant sur les standards, quoi. Il n'y a plus vraiment de questions à se poser. À part pour faire des jeux, aujourd'hui Adobe s'est aussi recentré sur le jeu, voilà, parce que ils accèdent au GPU et surtout parce que 99% des machines ont Flash aujourd'hui. Mais sachez voilà, que pour tout le reste, on va pouvoir utiliser les standards. Voilà, et autre chose par rapport à Adobe, parce que j'aurais fait un peu du mal au début de la présentation. Adobe, en fait, faut savoir qu'ils font partie du W3C. Donc ils ont vraiment une approche où finalement ils n'ignorent pas du tout les standards, au contraire ils y contribuent. Et donc ils ont un site qui s'appelle html.adobe.com, voilà, donc avec la fameuse timeline qu'on revoit ici. Et c'est les premiers à faire des propositions de spec au W3C. Donc voilà, W3C, c'est un consortium qui contient notamment des gens comme Google, Microsoft, Mozilla, etc. Et donc Mozilla d'ailleurs travaille aussi sur différentes choses. On a notre ami Paul Rouget, pour ceux qui le connaissent, qui parle de plus en plus de Web APIs. Donc pour ceux qui connaissent PhoneGap, l'idée c'est de commencer à utiliser les fonctionnalités natives du téléphone sur le mobile et dans le navigateur. Et donc, ouais, c'est bientôt fini. Ouais. Voilà, et donc le principe c'est que finalement il a accès à une API pour visualiser la batterie, il peut savoir s'il est online ou offline. Voilà, alors tout ça pour l'instant c'est vraiment développé par Mozilla, c'est pas encore standardisé, mais l'idée c'est de proposer ça aux amis du W3C. Et à l'intégrer aussi dans leur OS qui s'appelle Boot2Gecko. Voilà, donc pour terminer, sachez que la révolution HTML5 est en marche. Les acteurs sont prêts, les navigateurs et les devices aussi, et comme vous le prouvez encore aujourd'hui, la communauté est bien là. Alors ce que je regrette simplement, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui testent. Je le vois encore rien qu'en créant ma présentation la semaine dernière, quasiment tous les exemples que je vous présente sont en langue, sont anglophones ou sont américains. Ça c'est pas normal. Ici il y a des développeurs, il y a des mecs qui sortent, des mecs ou des nanas qui sortent d'école d'ingénieurs. Vous êtes capable de faire des choses encore mieux que ce que je vous ai montré. Mettez un peu le Java de côté et voilà, et concentrez-vous sur l'avenir du web. C'est vraiment ce que je pourrais vous conseiller. C'est un peu un troll. Voilà, donc prenez la pilule rouge, testez, créez, partagez et recommencez. Tester, créer, partager. Utilisez GitHub, utilisez SourceForge, pas SourceForge, utilisez SourceForge, ce que vous voulez, mais partagez votre code surtout. Parce que c'est vrai qu'on a une vision un peu, je veux pas que les gens voient ce que j'ai fait, je veux protéger mon code parce que j'ai passé du temps. Non, il faut vraiment maintenant partager son code, parce que c'est le partage qui vous permet aussi d'avancer vous. Voilà, quelques références. Je termine juste par dire que j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter finalement pour faire cette présentation. Le W3.org, le lien c'est juste pour se la péter. Et tout le reste, c'est des choses qui vont vous être vraiment utiles si vous voulez vous lancer. Voilà, alors là maintenant il y a une vidéo. Je termine, c'est vraiment la fin. Hein. Voilà, c'est juste pour rigoler un petit peu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette vidéo? C'est cool? Ouais, une personne, ça va. Ça te dérange pas de la revoir? Ok. C'est parti. Alors oui, en fait, c'est simplement IE6, ça a été un peu... on a tous été traumatisés par IE6. Hein. Honnêtement, chez Dailymotion, 40% de mon temps était alloué à la résolution de bugs IE6. C'était affreux, quoi. Voilà, et donc même Microsoft s'en aperçoit et décide de faire la promotion d'IE9 en se basant sur les lacunes d'IE6. Voilà ce que ça donne. Well, George, you seem to be making real progress. Have you been tempted to uninstall Internet Explorer from anyone's computer recently? Not recently. I mean, I used to do it all the time. Oh God, Mom! You're not using Internet Explorer, are you? Yes, I'm working on my blog. George, it was about gluten-free gingerbread houses. I'm telling you, Mom, this browser is ancient. The only thing that Internet Explorer is good for... Like a weird, I mean... Don't interrupt me, Nancy. The only thing that it is good for at all, uninstalled. The only thing it's good for at all is downloading other browsers. Well, you've gotten over that sickness. Yeah, because IE9 is actually good. Great. So now we can finally get into your very disturbing relationship with your cat. She's not a cat, she's a policewoman.
Her name is Officer Cupcake. Mm-hmm. Are you writing down? Ils ont été bons quand même, parce qu'il faut se rattraper de ces 5 ans de non mise à jour. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions,